Le Nouveau Monde, une histoire écrite par Paul Mouret, frère de Marie. Toute reproduction ou utilisation à des fins commerciales sans l'autorisation de l'auteur, Paul Mouret, sont interdites. Lorsque la fusée pénétra dans l'atmosphère, elle libéra ses ergols et remplit le ciel de lourdes volutes. Les gaz brûlants calcinèrent la plaine verte en dessous, la transformant en un large cratère au centre duquel la fusée atterrit. Jessie se leva, un peu titubant, et alla au hublot. D'abord, il n'y eut qu'un épais brouillard de fumée et de vapeur. Puis ces lambeaux se dispersèrent pour laisser apparaître la planète. En bas de son champ de vision, la croûte noire que la fusée avait créée sous elle. Au-delà, et à perte de vue, une vaste étendue de couleurs et de formes, comme un vitrail taillé dans la nature même. Le sol était recouvert d'une sorte de mousse dont la teinte émeraude était si lumineuse qu'elle semblait presque fluorescente, et, un peu partout, des buissons cotonneux qui semblaient des nuages, des arbres qui enroulaient leurs troncs en spirale, des ruisseaux aux flots lourds et dorés comme du miel. Une trappe s'ouvrit et de petites formes sombres sortirent de la fusée. Des robots, bardés de capteurs, chargés d'analyser les caractéristiques de la planète. Les petites formes se dispersèrent dans toutes les directions et revinrent 1 heure plus tard. L'atmosphère était riche en oxygène. Létal pour l'homme s'il est resté exposé trop longtemps, ce qui rendrait nécessaire le port des combinaisons. La gravité était légèrement supérieure à celle de la Terre, et la planète possédait également un soleil similaire, une naine jaune qui avait atteint la moitié de sa vie. Lorsque l'on regardait le ciel, seules 3 petites lunes trahissaient l'altérité de ce monde. Les capteurs n'avaient détecté aucune vie animale, simplement de la végétation, partout. Et cette mousse qui semblait tapisser même le fond des rivières. À la vue de ces résultats, Jessie eut un sourire. Peut-être que cette planète serait la bonne. Dans son rêve cette nuit-là, il se trouvait dans un lieu qui n'en était pas un pur espace, vide et lumineux, et un homme vint à lui. L'homme était grand, hâlé, semblable à lui mais différent. « Bonjour, Jessie. »« Bonjour. »« Tu as tué mes frères, Jessie. Pourquoi as-tu fait cela? »« Moi? Je n'ai tué personne. »« Si, tu as tué mes frères. La chose venue du ciel a craché des flammes et elle a tué mes frères. Pourquoi as-tu fait cela? » Lorsqu'il arriva dans la salle commune le lendemain matin, la confusion devait se lire sur son visage, car les scientifiques attablés lui lancèrent un regard interrogateur. « J'ai vu les habitants de cette planète en rêve, dit-il. Je leur ai parlé. »« Magnifique !» s'exclama Dillon. « Ils secouaient leur feuillage pour nous souhaiter la bienvenue? » Ils me sont apparus sous la forme d'êtres humains, mais il s'agissait bien des arbres et des fleurs qui peuplent ce monde. Et même ces avatars étaient plus beaux que toi, Dillon. Le biologiste avait des traits particulièrement disgracieux, et c'était l'une des grandes interrogations de Jessie que de mettre le doigt sur ce qui faisait cette laideur. Récemment, il en était venu à la conclusion que c'était la conjonction de ses sourcils pointant vers le haut et de sa bouche trop courte
qui donnait toujours l'impression que sa tête était compressée entre deux plaques. Jessie n'aimait pas la moquerie, mais Dylan ne méritait pas autre chose. C'est qu'il en a fumé de la bonne, l'Indien, avant de dormir. Il faudra qu'il m'en prête. Susan s'interposa. Personne ne remet en doute ta parole, Jessie. C'est facile d'imaginer quelqu'un de plus séduisant que Dylan, mais ce n'était qu'un rêve. Ce n'était pas seulement un rêve. Il n'en avait jamais fait de tel, et puis il se souvenait de chaque geste, chaque mot prononcé, de la chaleur des mains qui avaient serré les siennes. L'intensité de ce rêve confinait à la réalité. Il ne s'évanouissait pas en images troubles, comme le font habituellement les songes. Mais cela, il ne pouvait le partager, et probablement, il n'aurait pas compris. Il se rappela les histoires que sa mère racontait à propos de leurs ancêtres. Pour eux, toute chose avait une âme, et ils conversaient avec elle en rêve. Mais l'homme rationnel était venu, il leur avait montré leur erreur, et les terres qu'ils n'avaient pas voulu faire leurs, l'homme rationnel les avait faites siennes, parce que les non-humains n'avaient pas d'âme, et que ce qui n'avait pas d'âme devait être soumis. Jesse n'était le descendant de ces tribus que par le sang. Il ne lui en restait plus que cette peau et ses cheveux sombres. Les croyances absurdes avaient disparu, et il était lui aussi un homme rationnel. Car c'était la seule sorte d'homme désormais. Et pourtant, il avait rêvé. Il quitta la pièce sous le regard amusé de Dylan, enfila son scaphandre et sortit. Il eut une grimace lorsque ses bottes foulèrent les cendres à l'extérieur de la fusée. Il franchit la plaine ravagée et s'enfonça dans une petite forêt aux arbres courts et touffus. Les branches souples de certains retombaient au sol comme une chevelure blonde, dissimulant le tronc, d'autres ployaient sous le poids de fruits roses en forme de calebasse. Cette opulence lui rappelait les images de la terre d'antan dans les livres d'enfants. Lui n'avait connu que des sols secs et arides, vidés de leur vie, les eaux viciées recrachées par l'usine, les gels sucrés, vitaminés, protéinés que produisait cette même usine, toutes choses brunes et ternes qui ensevelissaient lentement la planète. Derrière lui, la tour étincelante de la fusée se dressait au-dessus des cimes. Il avait accompli sa tâche. Il avait mené les chercheurs jusque-là. Désormais, c'était à eux de se mettre à l'œuvre pour façonner un monde nouveau, réparer tout ce gâchis. Il regarda autour de lui. Il était arrivé dans une clairière en forme de cercle. Les arbres qui la saignaient semblaient tous appartenir à la même espèce. Leurs feuilles, en forme d'as de pique, changeaient de couleur et prenaient une teinte tantôt bleutée, tantôt cuivrée, de façon si continue que le passage d'une nuance à l'autre était imperceptible. Tous les arbres de la clairière arboraient la même couleur au même moment, vibrant autour de lui comme une seule et même respiration. Jessie songea que, une fois le processus de terraformation achevé et l'atmosphère réglée sur celle de la Terre, ces plantes dépériraient lentement, mais probablement on en conserverait quelques-unes, sous serre, dans un zoo ou dans le jardin de quelques riches négociants. Cet étrange balai fatiguait ses yeux et le rendait somnolent. Il s'allongea au pied de l'un d'eux. La mousse était tendre et confortable, et il ferma les yeux. L'homme réapparut devant lui. « Bonjour, Jessie.
Est-ce que notre ombre t'est agréable? Oui. Il ajouta comme pour lui-même, je me sens en paix à vos côtés. Il suffit d'être, rien de plus. Pas de vaisseau à mener toujours plus avant, pas d'ordres à recevoir ni à donner. Que signifient ces mots? Oh, peu importe. Après un moment, il reprit. Dis-moi, qui es-tu? Tu m'apparais sous les traits d'un homme, mais tu n'en es pas un. Moi, je suis l'arbre aux feuilles qui changent de couleur. Vous êtes magnifique. Lequel d'entre eux es-tu? Nous sommes un, répondit l'homme. J'ai plusieurs bras, comme toi, mais je suis un. Et les autres plantes? Dit Jessie, se demandant si ce dernier mot était une insulte et s'il avait seulement un sens. Les arbres aux fruits roses, la mousse verte? Est-ce que tu es elle aussi? Non, répondit l'autre. C'est absurde. Je suis l'arbre aux feuilles qui changent de couleur. Est-ce qu'elles aussi peuvent me parler? Bien sûr, tous les êtres parlent. Jessie allait lui demander pourquoi, dans ce cas, il ne les entendait pas, lorsque l'homme tomba à genoux. Il porta la main à sa poitrine et gémit. On me blesse. On me tue. Ce dernier mot était comme une vrille de souffrance, et à son contact, Jessie se réveilla brusquement. Face à lui, Dylan, muni d'une scie laser, était en train d'abattre l'un des membres de l'arbre. Il n'avait rien à faire ici. Il n'avait pas besoin de s'éloigner autant du vaisseau pour mener ses expériences. Le tronc, large comme une cuisse, était presque entièrement sectionné. Déjà, les feuilles qu'il portait viraient au gris. Elles se racornissaient et se repliaient sur elles-mêmes. Le scientifique se tourna vers son compagnon, et déjà il ouvrait la bouche pour prononcer quelques railleries, lorsque Jessie se jeta sur lui. Il essaya d'esquiver, mais la gravité le surprit et ralentit son mouvement. Le poing du pilote s'abattit sur son cou à la jonction de la combinaison et du scaphandre. Il enfonça le bouton de sécurité et son scaphandre tomba au sol en même temps que Dylan. Sa scie lui échappa des mains et le faisceau laser s'éteignit, laissant une marque noire là où il avait entamé l'écorce. Étourdi par le choc, Dylan releva la tête. Bon sang! Il savait que Jessie était perturbé par cette histoire de rêve. C'était pour ça qu'il était venu prélever son échantillon vers lui, pour le narguer. Mais de là à porter la main sur lui, c'était insensé. Il tâtonna à la recherche de son scaphandre et vit qu'il avait roulé au pied de son adversaire. Il tendit le bras pour que l'autre lui rende son casque, mais Jessie ne bougeait pas et le fixait avec une expression bizarre. « Allez, Jessie, mon vieux, rends-moi mon casque, ça va trop loin. » Il connaissait les conséquences de l'excès d'oxygène sur le corps. D'abord, un état d'euphorie. Les pupilles se dilataient, les muscles se crispaient. Ensuite, une sensation d'étouffement. Le corps commençait à céder, les muscles se relâchaient, la vision se troublait. Finalement, la mort. Jessie ne bougeait pas. Il essaya de se relever, mais la combinaison était plus lourde qu'il ne pensait. Il se sentait comme une tortue sur le dos. C'était trop drôle. Un irrésistible fou rire sortit de sa gorge. L'oxygène, charrié par les globules rouges, commençait à affluer au cerveau. C'était comme ça qu'il allait finir.
Jessie était en train de perdre la tête. Il allait le tuer. En fait, lui aussi, d'une façon différente, était en train de perdre la tête. Vraiment, c'était trop drôle. Toujours riant, il bascula sur le côté, se retrouvant face aux arbres étranges qu'il avait voulu étudier. Les feuilles avaient pris une teinte violacée et pulsaient frénétiquement, du centre de la feuille vers les bords, du rouge au violet, comme un cœur affolé. Il n'y avait pas de vent sur cette planète, mais leur iridescence donnait une illusion de mouvement aux feuilles, comme si elles étaient secouées de sanglots. Voilà qu'il commençait à penser comme ce crétin de Jessie, comme si ces choses pouvaient avoir une âme. Dylan, mon vieux, l'agonie te rend poétique. Les plantes ne pleurent pas, et quand bien même, ces pleurs ne sauraient être qu'une réaction physique, un mécanisme de défense. Une douleur sourde montait dans son crâne. La conscience qu'il avait de son corps s'amenuisait, mais il lui semblait en même temps que ses sens s'aiguisaient. La danse de reflets autour de lui prenait un sens. Il parvenait à en saisir le rythme. Et il entendait aussi. Il entendait le cri de souffrance des pulsations pourpres, et son cerveau saturé d'oxygène était libre de toute entrave désormais. Il comprenait ce langage de lumière et de couleurs. Les hoquets de rire se transformèrent en sanglots. Il était heureux, mais triste, car il comprenait. Et il était désolé, et il demandait pardon, mais la douleur dans son crâne devenait trop forte. Désormais, elle troublait sa vision et effaçait même les couleurs. Il sentit qu'on posait quelque chose sur ses épaules, et un air qui lui sembla léger emplit ses poumons. Une voix retentit dans la radio. « Remets ton scaphandre, Dylan, tu es vraiment trop laid. » « Maman, j'ai laissé dans ma lecture au moins 2 liaisons mal à propos. J'espère que ton oreille aiguisée les aura saisies. »